13h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 14 mars 2021. Les appels et les interpellations se multiplient à l'endroit de la Cour constitutionnelle pour qu'elle dise le droit relativement au scrutin du 21 février 2021 dernier. Après le recours du candidat du RDR Tchangi, Maman Ousmane, la coalition qui soutient ce candidat interpelle à son tour la Cour de garder son statut d'impartialité. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Sadou Doumi. Près d'une semaine après le dépôt des recours auprès de la Cour constitutionnelle par le candidat du RDR Tchangi Mahaman Ousmane qui revendiquait la victoire du scrutin du 21 février dernier, la coalition pour une alternance politique CAP 2021 et les autres alliés continuent à interpeller la Cour à dire le droit. Nous considérons aujourd'hui, avec l'ensemble de ce qui a été donné comme documentation à la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'ils ont suffisamment d'éléments pour établir de façon très claire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de dire la vérité, si ce n'est de confirmer que la vérité sortie des urnes est effectivement en faveur du candidat Ousmane. Voilà ce que nous avons documenté. Et cette documentation, on l'a mis à la disposition non seulement de la population nigérienne, de l'opinion nationale, mais aussi de l'opinion internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que cette opinion internationale a été largement trompée. Elle a été induite en erreur sur les capacités réelles du candidat qui devait donc poursuivre la continuité de ce qui se passe au Niger en ce moment. Et nous avons aussi parallèlement entrepris de donner ces éléments à l'ensemble du corps diplomatique, d'expliquer à nos partenaires que ce que nous sommes en train de dire n'est pas une forme de déstabilisation d'un pays, c'est une forme de se référer à la vérité des urnes pour qu'une fois pour toutes au Niger, on puisse faire coupler à la fois la légitimité et la légalité dans ce pays. À travers cette démarche, la coalition qui soutient Mahaman Ousmane estime avoir fait ce qu'elle doit faire. Le reste est entre la Cour constitutionnelle et le peuple nigérien. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle, qui est par serment amenée, qui doit être amenée à dire le droit au nom du peuple nigérien, est-ce que cette Cour-là est disposée à faire droit au peuple nigérien lui-même? Donc c'est la chose qui est là, c'est le peuple nigérien qui a exprimé sa volonté. Mais si la Cour ne peut pas, pour d'autres raisons, confirmer ce que veut la volonté du peuple nigérien, mais c'est un problème entre la Cour constitutionnelle et le peuple nigérien. Ce n'est pas l'opposition qui est concernée. Nous, aujourd'hui, nous disons tout simplement à la Cour constitutionnelle, c'est à elle aujourd'hui que revient le dénouement d'un problème entre elle, Cour constitutionnelle, qui est garant de l'orthodoxie et de l'intégrité et de l'impartialité vis-à-vis de ce que le peuple nigérien a dit. Voilà ce que nous on peut dire aujourd'hui. C'est un document détaillé de plus de 100 pages que le candidat du RDR Tchangi a déposé devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer les irrégularités constatées lors du deuxième tour de la présidentielle du 21 février. Les Nigériens attendent impatiemment la réaction de la Cour constitutionnelle relativement aux résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Rendez-vous à la fin de cette édition pour suivre la réaction du président de l'UDR Tabat, membre de la CAP 2021. Ça serait à la place de l'invité du journal de chaque dimanche. Les choses se compliquent pour les artisans nigériens qui font face à une mévente criade de leurs produits du fait de la pandémie du Covid-19 dans le monde qui continue à secouer plusieurs secteurs socio-économiques. Les artisans du village artisanal de Wadata voient leur chiffre d'affaires baisser. Malgré tout, ils continuent à produire, nous rapporte Nafissatou Yahya et Alidou Bourema. Très réputé au Niger et à l'international, l'artisanat nigérien contribue significativement à l'économie nigérienne, une activité qui se porte mal depuis l'avènement du Covid-19. Bon, notre confort vers le clientèle, c'est les étrangers. Et avec la fermeture des frontières et consorts, donc il y a plus de visiteurs, j'allais dire. Donc les locaux, plus ou moins. Donc les locaux, ils viennent, mais c'est pas comme les étrangers. Ça, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial qui dérange tout le monde entier, j'allais dire, parce que ici, de ces derniers temps, on peut dire seulement alhamdoulilah. Mais le marché que vous connaissez à l'époque, ce n'est plus ce que les gens pensent. Nous, avant, par mois, nous faisons une recette d'1,5 million ou 2 millions par mois. Et de ces derniers temps, c'est une chute totale qu'on est arrivé. À peine par mois, on paye 500 600 000 francs. Tu te rends compte, donc c'est autre chose. Il y a plusieurs produits et plusieurs corps de métier, j'allais dire, en général. Donc nous vendons des bijoux, des boîtes à bijoux, les ceintures, sacs d'âme, tissage, etc. Il y a beaucoup de choses, des tableaux. Du côté des artisans, rien n'a changé par rapport au taux de production habituel. Covid-19 ngo amana ha imbora ha bombono ne rando mat ka gote da bai kulga bai kan Covid-19 la bu kuna yeti banda manti kan magoy teri wala haifu daga bayan irgo iga importer no kon la boine. Je confectionne des chaussures en cuir ici au village artisanal. L'avènement du Covid a ralenti le marché, mais même avec le Covid, nous faisons la production habituelle. Sinda ne randi wallahi habo sinda hali kulu dan silman kayna mat kan go goyote sato din kan Covid-19 manka da son kaka to ngene se goyo gordo barmayen mante habo do no barmayente goyo ala tiras dole no nin kan gogo goyga ci cay fo goyoga dole no nim gote amma ne rando do hare no fayen kagete dan wat kan do gonay gono da wat kan sande gono ne rande sima. Alors n'est-il pas temps que l'État crée les conditions pour permettre à ces talentueux et ingénieux artisans d'écouler leurs produits sans grande difficulté dans ce contexte de la pandémie du Covid-19? Ils sont partout dans les marchés derrière les clients et ce sont les enfants bagagistes qui transportent les marchandises des clients après les achats moyennant une somme, une activité qui leur génère des ressources à la fin de la journée. Ariata Salah et Nasser Seydou étaient à leur rencontre. Nous sommes au marché d'Olé du Niamey, réputé être un marché de condiments et de légumes. Dans ce marché, revendeurs et clients font des affaires, chose qui profite aux jeunes munis de leurs brouettes qui transportent les bagages des clients. Ces jeunes, généralement venus de localités environnantes de Niamey, exercent ce métier et subviennent à leurs besoins. Ils sont visibles dans le marché, brouettes à la main, chargés de bagages ou à la recherche d'un potentiel client. Irgo habora ne o irgo sambu kaya ay burweto ya ay wana no sondama burweto ay wana no les bagages des clients dans ce marché. Je fais ce travail avec une brouette que j'ai achetée pour la circonstance. Les clients nous payent en fonction de la quantité de bagages. Je suis venu de Bankilare et je peux gagner 3500 ou 3000 par jour. Ay fun Bankilare ka ay tejir hinkaneo dale no gudu ba 3500. Je prends les bagages, les femmes et les hommes. Je gagne 1000 ou 500. J'ai acheté la brouette 10 000 francs. J'ai travaillé avec.
Je suis venu de Bankilari. Je suis porteur de bagages. Je fais ce travail avec une brouette que je loue à 200 francs par jour. Je gagne 2000 voire 2500 par jour. Bien que pénibles, ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu au bout de chaque journée. Et ce métier de porteur de bagages est exercé par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 19 ans. Du sport, dans cette édition, c'est désormais chose faite. Le colonel-major Pelé, élu membre du comité exécutif de la CAF vendredi 12 mars dernier à Rabat, au cours de l'Assemblée générale de la CAF, une consécration du président de la FENIFOOT, fruit des résultats et de la diplomatie sportive du Niger. À cet effet, je vous propose de suivre la réaction des citoyens nigériens. Pour nous, nous disons que c'est un sentiment, que c'est une fierté. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est le Niger qui gagne. C'est une toute première fois dans l'histoire et nous pouvons toutefois le dire à haute voix que c'est vraiment un point à gagner et c'est vraiment quelque chose à laquelle les Nigériens doivent être fiers de ça. Je suis heureux. C'est exceptionnel pour le Niger. Maintenant, on est reconnu sur le plan mondial que le Niger existe même, quoi. Et vraiment, nous sommes fiers de sa nomination. Être Nigérien, vraiment, c'est une joie à partager puisque c'est la première fois qu'un Nigérien participe au moins au niveau d'une institution africaine en tant que responsable. Donc vraiment nous saluons et puis vraiment nous saluons son courage d'avoir postulé et d'ailleurs même c'est aussi une joie à partager, c'est une joie pour tout le monde, pour tous les Nigériens parce que c'est la première fois que nous avons ce genre de responsable au niveau d'une institution internationale, surtout sur le plan de football. Un point gagné pour le football nigérien. Pour la première fois, un dirigeant du football nigérien a été élu au membre de la CAF. Je trouve ça un sentiment de joie et de bonheur. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions et que le football nigérien gagne un autre fois encore. Place à présent à la réaction du président de l'IDR Tabat, membre de la CAP 2021, sur le recours du candidat du RDR Tchangi, Maman Ousmane, à la Cour constitutionnelle pour Amadou Sissé et être à la Cour et le peuple de l'opposition. Cela doit faire ce qu'elle doit faire. Voilà, très bonne réception à vous. Ce que nous avons fait comme travail, d'abord pédagogique, de faire comprendre aux populations ce qui se passe et d'expliquer de manière très claire que l'opposition que nous représentons, essentiellement constituée d'hommes d'État, de gens qui ont géré l'État à de multiples reprises, à des niveaux élevés, lorsque nous contestons une élection, nous voulons absolument faire en sorte que cela soit compris de tous et que le bien fondé puisse être établi de manière très claire. Ceci a peut-être paru à certaines personnes comme une attitude timorée, mais nous avons voulu faire un travail de profondeur pour donner à tous les éléments qui prouvent de façon objective et de façon définitive que ce que nous sommes en train de dire est fondé sur non pas des élucubrations, mais sur des faits vérifiés. Aujourd'hui, lorsque nous disons que M. Maman Ousmane a effectivement gagné ces élections, c'est sur des bases absolument claires. Nous avons fait un travail intellectuel très profond. D'ailleurs, le recours qui a été
adressé à la Cour constitutionnelle n'a pas moins de 150 pages. C'est parce qu'on a voulu aller détail par détail, donner d'abord les infractions constatées, qui ont été d'ailleurs documentées, non seulement documentées, parfois soutenues par des plaintes qui ont été faites au niveau des autorités judiciaires de ce pays, des gendarmeries et autres, des constats flagrants qui ont été également identifiés, pour lesquels des huissiers ont fait des constats. Et ce travail qui a été fait en profondeur, en détail, en analysant le scrutin dans les détails les plus élémentaires au niveau des communes, pour identifier de manière certaine que pour nous, il ne fait aucun doute que Maman Ousmane a gagné ces élections. On le dit parce que nous savons que l'ensemble des villes, l'ensemble des villages, l'ensemble des hameaux qui constituent l'essentiel de cette population nigérienne, dans l'ensemble de ces endroits, la candidature d'Ousmane a été plébiscitée. On vient par ailleurs nous dire que dans les endroits périphériques, qui sont la plupart du temps des localités dans lesquelles nos populations sont faiblement présentes dans ces zones, qui sont souvent des zones de transhumance ou des zones d'exode, on nous indique que l'essentiel des populations, l'essentiel des scrutins qui sont favorables à notre contradicteur, se trouve dans ces régions-là. Alors, on veut nous faire croire que c'est l'essentiel qui doit se soumettre au marginal. Le peuple entier, le peuple là où les zones dans lesquelles se rassemble l'essentiel de la population nigérienne, ont plébiscité la candidature du président Ousmane. On veut nous faire croire qu'il faut faire en sorte d'accepter que c'est l'autre candidat qui a gagné avec fondamentalement un scrutin qui se repose sur des zones qui sont des zones périphériques sur lesquelles on peut douter véritablement de la présence même des populations. Et ceci est vérifié d'ailleurs par le fait que beaucoup de bureaux de vote n'ont même pas été ouverts. Et ces bureaux de vote ont quand même enregistré, tout en étant fermés, ont enregistré des gens qui votent pour le candidat, principalement à 95, à 98, à 103%, comme vous le savez, pour le candidat d'en face. Vous voyez le peu de sérieux de cette affaire. Donc c'est pour cela que nous considérons aujourd'hui, avec l'ensemble de ce qui a été donné comme documentation à la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'ils ont suffisamment d'éléments pour établir de façon très claire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de dire la vérité, si ce n'est de confirmer que la vérité sortie des urnes est effectivement en faveur du candidat Ousmane. Voilà ce que nous avons documenté. Et cette documentation, on l'a mis à la disposition non seulement de la population nigérienne, de l'opinion nationale, mais aussi de l'opinion internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que cette opinion internationale a été largement trompée. Elle a été induite en erreur sur les capacités réelles du candidat qui devait donc poursuivre la continuité de ce qui se passe au Niger en ce moment. Et nous avons aussi parallèlement entrepris de donner ces éléments à l'ensemble du corps diplomatique, d'expliquer à nos partenaires que ce que nous sommes en train de dire
n'est pas une forme de déstabilisation d'un pays, c'est une forme de se référer à la vérité des urnes pour qu'une fois pour toutes au Niger, on puisse faire coupler à la fois la légitimité et la légalité dans ce pays. Vous savez que c'est la première fois que l'opposition est venue avec force pour maintenir sa position. Cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que la fraude a commencé au Niger. Mais justement, 2011, 2016, on a laissé passer. Pourquoi? Parce que, justement, je disais, nous sommes des hommes d'État. Et nous savons faire la différence entre ce qu'il faut taire dans l'intérêt supérieur de l'État et ce qu'il faut effectivement combattre quand ce n'est pas les intérêts importants du pays qui sont en cause. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire, pour une fois de manière très claire, coïncider la volonté populaire extrêmement et clairement exprimée avec la légalité. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas de dire est-ce que l'opposition est amorphe ou pas amorphe. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la Cour constitutionnelle, qui est par serment amenée, qui doit être amenée à dire le droit au nom du peuple nigérien, est-ce que cette Cour-là est disposée à faire droit au peuple nigérien lui-même? Donc c'est la chose qui est là, c'est le peuple nigérien qui a exprimé sa volonté. Mais si la Cour ne peut pas, pour d'autres raisons, confirmer ce que veut la volonté du peuple nigérien, mais c'est un problème entre la Cour constitutionnelle et le peuple nigérien. Ce n'est pas l'opposition qui est concernée. Nous, aujourd'hui, nous disons tout simplement à la Cour constitutionnelle, c'est à elle, aujourd'hui, que revient le dénouement d'un problème entre elle, Cour constitutionnelle, qui est garant de l'orthodoxie et de l'intégrité et de l'impartialité vis-à-vis de ce que le peuple nigérien a dit. Voilà ce que nous, on peut dire aujourd'hui. Nous avons fait le travail qu'il fallait faire. Nous avons fait le travail intellectuel de crédibiliser tout ce que nous disons. Nous ne faisons pas une politique partisane parce qu'il y a des pour et des contre entre deux candidats, ce qui est tout à fait normal. Nous avons dit de manière très claire et détaillée que la fraude, dans ce cas particulier, a été organisée de longue date, exécutée dans des conditions qui ne peuvent pas permettre aujourd'hui d'exprimer la volonté populaire telle qu'elle s'est exprimée. Et nous avons pris le soin, le temps, l'énergie, les capacités professionnelles multiformes pour démontrer que ce que nous avons dit n'est pas une profession de foi d'un politique ou d'un partisan, mais des faits réels, tangibles, qui ont été documentés et qui permettent aujourd'hui à un groupe de juges indépendants et exemplaires et indépendants et neutres de dire la vérité. Et cette vérité, il faut la dire, pas pour l'opposition, il faut la dire pour le peuple. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui est en attente de cette vérité-là. Parce qu'elle, elle sait que majoritairement, elle s'est prononcée pour. D'ailleurs, c'est évident. Où sont les gens qui ont voté? Est-ce que vous avez vu une manifestation qui puisse démontrer qu'il y a des gens qui ont voté en faveur du candidat adverse? Moi, je voudrais bien le savoir. Donc, aujourd'hui, la question, ce n'est plus... L'opposition n'a pas à venir s'entreposer à nouveau. Mais la Cour doit savoir aujourd'hui que s'il y a un problème, c'est entre elle-même et le peuple directement. Et c'est au peuple de prendre sa position en
en contradiction de ce que la Cour va effectivement prononcer. Encore une fois, je comprends parfaitement l'impatience de cette population. Parce que c'est vrai que la vérité saute aux yeux. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi on tergiverse tant, pourquoi on cherche des faux fuyants. Donc je comprends l'impatience et l'exacerbation de cette population. Mais encore une fois, je dis que nous sommes des hommes d'État. Il ne s'agit pas pour nous de venir mettre de l'huile sur le feu. Dans quel intérêt? Mais l'intérêt qu'il y a, c'est que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est face à sa responsabilité. Et cette responsabilité est seule et unique. Elle est de sa responsabilité unique. Il n'y a pas de faux fuyants. Il n'y a pas à venir dire c'est l'opposition qui a fait ceci ou cela. C'est elle qui est là au nom du peuple nigérien. Elle est là pour dire le droit de la façon la plus indépendante possible. Elle a le droit de le faire. Elle a sa responsabilité, c'est sa responsabilité de le faire. Et si elle ne le fait pas, le juge de ce qu'il faut faire après, c'est le peuple. Voilà, de manière très claire. Vous savez très bien que la plupart des inculpations qui ont été faites n'ont pas été faites de manière régulière. C'est des décisions, c'est des interpellations politiques qui ont donné lieu à des décisions judiciaires dont on se pose effectivement la question de leur régularité. Donc pour nous, nos camarades qui sont arrêtés, c'est un arbitraire auquel on a été très largement habitué. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus, si ce n'est que les intimidations ne peuvent plus régler ce genre de problème. Parce que ce ne sont que des intimidations. On ne peut pas imaginer au stade où on est arrivé qu'on va faire peur à X ou à Y pour que soudainement tout s'arrête. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je dis que la question n'est plus au niveau de notre opposition. La question, elle est entre la Cour constitutionnelle et ses engagements pris dans le cadre de son serment vis-à-vis du peuple nigérien. Et le peuple nigérien, on ne peut pas arrêter le peuple nigérien. Nous avons toujours dit que le Niger est un pays qui est jaloux de sa souveraineté. Si vous prenez du régime de la loi cadre de Jibo Bakari à Tanja Mamadou, jamais le Niger n'a failli sur ce point-là. Et nous continuons à dire que le Niger est un pays ouvert, c'est un pays qui a des amis partout, c'est un pays qui est absolument dans l'optique de la coopération au sens le plus large, dans un respect mutuel et des coopérations qui respectent les intérêts de nos pays respectifs et de nos peuples respectifs. Nous n'avons jamais accepté, et nous avons dit de manière très claire, que le Niger ne peut pas tolérer des ingérences dans les affaires intérieures. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que malheureusement il y a eu une intoxication qui a, je pense, amené dans ce cas particulier à essayer de faire pression sur le peuple nigérien par rapport à des relations extérieures sur la base d'informations qui sont fausses. Et c'est pour ça que nous avons le droit, nous et le devoir aujourd'hui, d'expliquer d'abord à nos partenaires, à nos amis extérieurs, ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi, pour la première fois, le peuple nigérien est vent debout
contre une position qu'elle considère totalement inique. Voilà donc cet effort que nous faisons. Nous montrons dans ce pays que le Niger n'a jamais été un pays xénophobe, le Niger n'a jamais été un pays raciste, et je pense que les exemples sont foisons de la nuit des temps à aujourd'hui. Aucun étranger n'a été inquiété dans ce pays, mais lorsque des intérêts privés veulent compromettre la souveraineté de notre pays, la soumettre à une criminalité, une économie criminelle, nous sommes en droit, nous Nigériens, de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà le point très très clair que nous avons développé. Et voilà pourquoi nous estimons qu'il est de notre devoir aussi de prendre tous les amis du Niger et de leur expliquer exactement, de notre point de vue, pas seulement d'expliquer verbalement, mais de leur donner les preuves de tout ce que nous disons. Et c'est pour ça que je dis que tout le travail que nous avons fait est disponible pour l'opinion nationale, mais disponible pour l'opinion internationale. Je pense que progressivement, la vérité sera rétablie dans sa plénitude, et j'espère que le Niger retrouvera la sérénité avec tous ses partenaires lorsque tout cela sera remis à plat. Et j'espère que rapidement, en tout cas, la Cour constitutionnelle, qui est le point de mire de cette question, prendra les décisions qu'il faut pour arriver à mettre un terme à cette crise.